L'information et le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal magazine à suivre sur notre application smartphone et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce mardi 4 août. Des frappes israéliennes en Syrie la nuit dernière. Tzahal riposté à une opération terroriste menée la veille à la frontière israélo-syrienne. On écoutera dans ce journal la dernière réaction du ministre de la Défense, Benny Gantz. Également au sommaire, la fin des confinements le week-end en Israël. C'est en tout cas ce qu'annonce ce midi le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein. Il doute de l'efficacité de cette mesure dans la lutte contre le coronavirus. Nous vous donnerons les derniers chiffres de l'épidémie dans le pays. Et puis en France, Emmanuel Macron en visite surprise à Toulon, un déplacement à la couleur très sociale. Le président de la République annonce ce midi la création d'une prime Covid pour les auxiliaires de vie. Et voilà pour les principaux titres de ce journal. Mon invité cet après-midi, Stéphanie Gulli, avec sa famille. Elle a rejoint Israël hier dans un vol affrété pour les nouveaux immigrants français. Elle nous racontera son expérience et ses nouveaux projets. Radio J. La riposte israélienne n'a donc pas tardé. Tzahal a frappé la nuit dernière plusieurs sites militaires du régime syrien dans la province de Quneitra. Une riposte à la tentative de dépôt d'explosifs menée par une cellule dimanche dernier à la frontière entre les deux États. Les 4 terroristes avaient été éliminés par Tzahal, mais l'état-major israélien a décidé d'aller encore plus loin. Et par ailleurs, l'aviation israélienne aurait visé hier matin des milices pro-iraniennes, cette fois près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, à Al-Boukamal, l'une des zones par lesquelles transitent les armes iraniennes à destination de la Syrie, mais aussi du Hezbollah au Liban. On écoute la réaction du ministre de la Défense, Benny Gantz. Il était l'invité tout à l'heure de nos confrères israéliens de Ynet. Tzahal a frappé des cibles en Syrie en raison de l'opération survenue un soir plus tôt. Nous ne sommes pas prêts à ce que la Syrie permette des actions terroristes contre l'État d'Israël. Et chaque fois qu'une opération sera menée depuis le territoire syrien, nous parlerons avec des armes au gouvernement syrien. Nous n'autoriserons pas l'Iran à ouvrir une base de terreur en Syrie. Nous agirons contre cela et dans chaque endroit depuis lequel on agira contre l'État d'Israël s'occupera de ce sujet. C'est finalement très banal. Benny Gantz ce matin donc chez nos confrères de Ynet. Encore un mot de l'Iran avec cet incendie près de Téhéran. C'est une zone industrielle près de la capitale qui a pris feu selon la télévision d'État. Pas de blessés selon un premier bilan. Un incendie qui s'inscrit dans un contexte marqué par une série d'explosions depuis près de 2 mois dans le pays et souvent en rapport avec les programmes militaires et nucléaires de la République islamique. Un étrange phénomène d'incitation permanente contre moi et ma famille. On attendait la réaction de Benyamin Netanyahou aux déclarations de son fils. Réaction qui est arrivée ce midi. Le Premier ministre a condamné non pas les propos de son fils et conseiller Yair, qui avait qualifié hier les manifestants anti-Bibi d'extraterrestres, mais je cite, les appels au meurtre entendus dans ces rassemblements. Mais selon lui, selon Benyamin Netanyahou, peu rapporté dans les médias locaux, les médias israéliens justement. On va s'y plonger tout de suite. Revue de presse signé Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Yediot Aharonot qui a choisi ce matin de mettre en évidence en première page un post déposé sur les réseaux sociaux par Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, un post qui s'inscrit dans la ligne droite des posts à caractère moqueur et méprisant, produits régulièrement par le fils du Premier ministre, mais qui également n'est probablement pas le plus choquant des posts déposés par Yair Netanyahou au cours des derniers mois. Le Yediot Aharonot cite Yair Netanyahou qui a dit que dans la résidence où il vit, avec ses parents, rue Balfour, eh bien, il assiste le soir des manifestations de protestation à un spectacle d'extraterrestres, un spectacle même amusant, selon le Premier ministre lui-même. Alors, le Yediot Aharonot ne pardonne pas à Yair Netanyahou un tel poste, même si parmi les manifestants, il y en a certains qui se conduisent effectivement comme s'ils venaient d'atterrir d'une autre planète, comme ceux qui sont déguisés en ange, en Superman ou en Spider-Man. Le Yediot Aharonot prend la mouche et nous montre une photo d'une manifestante qui semble directement sortie de l'île aux pirates et qui brandit un mégaphone pour amplifier ses slogans. Et le Grand Quotidien titre « La vie sur une autre planète » et cette photo illustre en fait un éditorial de Ranan Chaket qui demande à Yair Netanyahou de se reconnecter, je le cite, avec la planète Terre, celle sur laquelle des centaines de milliers d'Israéliens sont au chômage. Non, Yair, nous ne sommes pas des extraterrestres comme tu le prétends. Nous ne sommes pas ta troupe de théâtre privé. Nous vivons ici, nous aspirons à la paix.
Même si celle-ci n'est pas possible pour l'instant, eh bien, nous aspirons aussi à la santé et à la prospérité économique et surtout, écrit-il, nous aspirons à la réconciliation nationale après des années de clivage dans la société israélienne. Et c'est toi, Yair, qui plane dans ta soucoupe volante au-dessus de notre réalité sans vraiment chercher à la comprendre. Et tu ne peux pas comprendre notre détresse, écrire Hanan Shaked en première page du Yediot Aharonot. Et en page 2 et 3, le Yediot Aharonot nous présente arbitrairement 3 visages de cette protestation sociale qui ne ressemblent pas du tout, il faut bien l'avouer, à des extraterrestres et qui sont bel et bien de jeunes Israéliens, environ une trentaine d'années, qui se retrouvent dans une situation économique et sociale extrêmement difficile à la suite de la crise du coronavirus. Le Israël Hayom, lui, revient sur les manifestations de protestation de la rue Balfour et cette fois sous la plume d'Erel Segal, qui les qualifie lui-même, donc, dans un éditorial de Woodstock de la haine anti-Netanyahou. Tiens, les manifestants se sont vexés parce que Yair Netanyahou les a traités d'extraterrestres, mais personnellement, écrit Red Segal, je ne crois pas à une telle contrariété de leur part, de la part de ceux qui ont réalisé lors des manifestations, je cite, un immense pénis sur lequel il était écrit « Viens Sarah, allons-y ». Et Red Segal reprend aussi la célèbre phrase prononcée par Yitzhak Rabin le soir de son assassinat, le 4 novembre 1995, « La violence érode le socle de la démocratie israélienne et ils font la condamner », avait dit alors Rabin, mais ce que les dernières années ont prouvé, c'est que la gauche israélienne, écrit Erel Segal ce matin dans cet éditorial du Israël Hayom, la gauche israélienne est aussi capable d'inciter à la haine. La revue de presse israélienne de Daniel Haïk. C'en est bientôt fini des confinements du week-end en Israël contre le coronavirus. Ils n'ont rien apporté d'autre que la colère du public, selon le ministre de la Santé israélien Yuli Edelstein. Le dernier bilan de l'épidémie en Israël est de 1801 nouveaux malades, soit près de 25 000 cas actifs. On compte 554 morts depuis le début du Covid-19 en Israël. Une situation sanitaire tendue et qui s'accompagne d'une crise économique et sociale que tente de parer le gouvernement. 800 000 personnes doivent recevoir aujourd'hui et demain les aides financières promises par le gouvernement et dont le montant évoluera en fonction de la composition des familles. Vous écoutez Radio J, la suite du journal magazine avec Steve Nadjar. Et on rejoint en Israël Stéphanie Gulli. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Stéphanie Gulli, vous êtes française et vous avez réalisé hier avec votre famille votre alia vers Israël à bord d'un avion affrété par le Keren Hayedidout. Alors, comment se sont passées ces dernières 24 heures pour vous et votre famille ? Alors, grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Keren Hayedidout a très bien géré l'organisation de notre alia. On est très content d'être partis avec eux et voilà, on est arrivés en bonne santé, confinés directement, mais on est très heureux d'être là et voilà. Où est-ce que vous êtes confinés ? On est confinés à Bet Hashmonai, dans une maison, c'est pas très loin de Lod, l'ancien aéroport. Et voilà. Justement, comment est-ce que vous avez été accueillis hier sur le tarmac ? On a vu beaucoup d'images à la télévision, sur le tarmac et à l'aéroport, notamment par la ministre de l'intégration. Comment se sont passées ces minutes, j'imagine, très intenses sur le plan émotionnel ? Alors, ça s'est très bien passé. On a été très bien accueillis en chansons, en discours. C'était très émouvant pour nous d'être considérés immédiatement comme israéliens et d'être aussi bien reçus par tout le personnel et par la ministre en personne. Voilà, beaucoup d'émotions hier, de quitter la France, de quitter nos familles, nos amis, mais de rejoindre notre pays. Comment ont réagi les enfants ? Comment ont réagi vos enfants ? Alors les enfants, c'est dur pour eux de quitter leurs grands-parents, mais une fois arrivés ici, ils se rendent compte qu'on a changé de vie et ils réalisent petit à petit et ils sont très contents. Mais ils n'oublient pas leurs racines et leurs grands-parents, bien sûr. Bien sûr. Stéphanie Gulli, pourquoi avoir décidé de partir maintenant en Israël, dans cette période un peu délicate à la fois, et bien sûr en France, mais aussi en Israël, dans ce contexte de coronavirus ? Pourquoi avoir fait ce choix maintenant ? Alors, on n'a pas choisi spécialement de partir dans ce contexte sanitaire très délicat. Ça fait des années qu'on en parle avec mon mari. On savait depuis toujours qu'un jour, on devait faire l'ALIA. On n'arrivait pas spécialement à se projeter, notamment par rapport à la situation professionnelle, qu'on ne pouvait pas forcément apporter. Mais cette année, en début d'année, c'était avant le coronavirus, on s'est décidé par rapport à l'âge des enfants. On s'est dit que de toute façon, on allait un jour partir, alors autant partir quand ils sont jeunes pour que ce soit plus facile et qu'il n'y ait
qui s'intègrent plus facilement. Et du coup, c'est pas la crise sanitaire qui nous en a empêchés, parce que grâce à Dieu, au niveau de l'agent juive, le dossier a pu être bouclé à temps, juste avant le début de la crise. Et puis les vols pour l'ALIA ayant été maintenus, ça nous a pas empêché. Est-ce que, à l'inverse, ça a pu être un accélérateur, cette crise du coronavirus, dans votre décision ou pas? Un accélérateur, oui, et ça a confirmé notre volonté de partir, en fait. Ça a bien confirmé notre volonté de partir. Mais encore une fois, on s'était décidé avant, donc du coup, c'est pas évident de partir dans ce contexte. On aurait préféré que ce soit moins angoissant, on va dire, mais pour l'instant, on ressent rien. On est confinés, mais au soleil. Donc, franchement, il y a pire comme confinement. Stéphanie Gulli, quels sont vos premiers projets post-Alia? Post-Alia, bon là tout de suite on va prendre les rendez-vous au Misra d'Aklita et à tous les bureaux qu'il faut pour continuer la procédure d'intégration en Israël. Et ensuite on va surtout rentrer les enfants à l'école, les mettre sur les routines et puis ensuite on s'occupera de nous. J'imagine aussi également commencer à apprendre la langue pour eux, notamment. C'est ça. Nous, on va s'inscrire à l'Ulpan et eux, ils ont un Ulpan directement au sein de l'école où on les a inscrits à Ranana. Donc, si Dieu veut, on espère qu'ils apprendront vite et qu'ils pourront eux-mêmes ensuite nous aider. Eh bien, on vous le souhaite également. Merci beaucoup, Stéphanie Gulli, d'avoir été mon invitée cet après-midi. Et Mazal Tov à vous et votre famille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. 14h13, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal magazine. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. Et l'actualité internationale, Philippe, avec le philosophe Bernard-Henri Lévy qui revient ces jours-ci d'un déplacement très mouvementé en Libye où il voulait notamment documenter l'existence de charniers. Bernard-Henri Lévy qui était l'invité ce matin d'Alexis Lacroix. On l'écoute. Il n'était pas totalement inattendu. Vous savez, cette partie de la Libye est entre les mains de milices turques, de mercenaires syriens qui se sont fait les crocs dans la lutte contre les civils syriens et les Kurdes. Et donc, ça n'était pas totalement inattendu. Voilà. D'ailleurs, je n'imaginais pas, c'est que ce fut aussi violent. Dans le reportage de Paris Match que vous avez publié pour raconter cette agression hors du commun, vous expliquez que votre voyage, qui était destiné encore une fois à des reportages, ne pouvait, je vous cite, que déplaire aux janissaires locaux du néo-sultan Erdogan. Est-ce qu'il faut voir en fait la main de l'islamisme erdoganien dans l'agression dont vous avez été victime la semaine dernière en Libye? C'est toujours très difficile d'établir des relations de cause à effet direct. Mais enfin, cette ville de Tarhouna, où donc ma voiture a été prise sous les tirs, cette ville de Tarhouna, elle est à la fois peuplée de nostalgiques de l'ancien régime de Kadhafi et de frères musulmans islamistes radicaux proche d'Erdogan. C'est une sorte de bouillon de culture où tout ce qu'il y a de pire en Libye barbote aujourd'hui. Donc voilà, c'est compliqué d'assigner de désigner une main précise dans cet événement, en effet, assez ahurissant. Bernard-Henri Lévy tout à l'heure au micro d'Alexis Lacroix. L'actualité en France maintenant. Bonjour Eric Haddad. Bonjour Steve. On fait le point avec vous sur l'évolution de la Covid-19 en France. Et la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas confirmés dans le pays a connu une augmentation importante de 54%. Et la barre des 1000 nouveaux cas par jour a été dépassée. En outre, le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en réanimation a augmenté de 13 cas depuis vendredi. Ce chiffre rompt avec la tendance à la baisse observée depuis avril. À présent, le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 384 malades et le dernier bilan des morts du Covid en France s'élève ce mardi à un total de 30 294. Dans ce contexte, Eric, le Conseil scientifique tire la sonnette d'alarme face au risque d'un retour incontrôlé du coronavirus dans le pays. Et selon le Conseil scientifique qui guide le gouvernement, alors que les restrictions se multiplient, le virus circule de façon plus active avec une perte accentuée des mesures de distanciation et des mesures barrières. Pour l'instant,
l'instance scientifique, l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé, comme en Espagne. Alors que l'épidémie continue donc de toucher la France, plusieurs communes ont décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics ouverts. Et depuis hier, impossible de se promener le nez au vent dans plusieurs villes de France. Après la Mayenne, Saint-Malo, Biarritz, La Rochelle, Toulouse ou encore Orléans ont rendu public le port du masque dans les espaces publics. Des villes dans lesquelles il faut donc sortir couvert. Éric, lors d'une visite à Toulon, Emmanuel Macron a annoncé ce midi que l'État allait débloquer 80 millions d'euros pour verser une prime exceptionnelle aux aides à domicile. Absolument, les départements contribueront également au versement de cette prime à hauteur de 80 millions d'euros. Le total de ces 160 millions d'euros seront versés aux 320 000 aides à domicile qui exercent en France. Le chef de l'État a indiqué que l'objectif était d'envoyer un message de solidarité de la nation à ces oubliés de la prime Covid. On écoute Emmanuel Macron. Je veux rappeler la réalité de notre pays. Et on l'a réévoqué tout à l'heure en étant accueilli par une dame qui justement bénéficie de ces services, et en particulier de ceux du CCAS. Nous avons aujourd'hui dans notre pays 800 000 personnes dont l'âge justifie une aide à domicile, telle qu'identifiée. Il y en a sans doute plus encore dans notre territoire qu'on n'a pas encore repéré, mais on en a un peu plus de 800 000 qui, en raison de leur âge, ont besoin d'être aidés à domicile, qui touchent l'APA, donc cette aide qui est dispensée par les départements et qui a besoin par des associations, par justement des centres communaux d'aide sociale, par différents acteurs d'être aidés. Et on a un peu plus de 300 000 personnes en situation de handicap qui ont également besoin d'aide. C'était Emmanuel Macron ce midi à Toulon. Merci Eric. Allez, une innovation sympathique maintenant avec vous, Alexandra Sénigou. Bonjour à vous. Bonjour Steve. Vous nous parlez de Bagels TV, une nouvelle alternative à YouTube qui propose un contenu juif et familial. Et oui Steve, la plateforme de vidéo Bagel TV permet de visionner des conversations approfondies sur la philosophie et la théologie avec de grands rabbins, des documentaires et des vidéos musicales. Le site propose des milliers d'heures de contenu vidéo juif et tout est familial. Le fondateur Zev Stubb a eu cette idée lorsqu'il recherchait quelque chose pour ses enfants à regarder en ligne. Il cherchait une plateforme plus sécurisée que YouTube pour ne pas avoir à se soucier de ce qu'il regardait. Le site est donc soigneusement organisé pour offrir uniquement des vidéos adaptées aux familles. Les parents peuvent laisser leurs enfants regarder sans surveillance, sans se soucier du contenu qu'ils pourraient trouver sur le site. Alexandra, quel est le but de cette nouvelle plateforme ? Bagels TV propose un contenu positif, inspirant et amusant. Le site est donc sans politique, mais se veut tout de même cachère, pensé comme un endroit où tous les juifs, des ultra-orthodoxes aux laïcs, peuvent se connecter. Une grande diversité de contenus pour se tenir au courant des dernières vidéos du monde juif et que chacun renoue avec son patrimoine culturel. Eh bien voilà pour Bagels TV. Alexandra, vous restez avec nous, on se penche sur la couleur du ciel. À quoi ressemblera notre après-midi ? Aujourd'hui en Ile-de-France, de belles éclaircies avec 25 degrés cet après-midi à Paris. Au programme de cette journée de mardi, un ciel dégagé et du soleil sur une grande partie de l'Hexagone. Dans l'Est, un ciel bleu avec 23 degrés du côté de Strasbourg cet après-midi. Du soleil également sur la côte normande avec 21 degrés à Trouville. Dans la vallée du Rhône, quelques perturbations. Il fera 26 degrés. Un temps magnifique à Bordeaux, le thermomètre indiquera 24 degrés. Sur la côte d'Azur, des températures estivales parfaites pour la plage avec 30 degrés à Cannes, 28 du côté de Juan-les-Pins et 29 à Marseille. La Méditerranée est à température idéale pour se rafraîchir, elle est à 26 degrés. Un mot du temps, Alexandra, en Israël ? Eh bien, en Israël, Steve, pas un nuage à l'horizon, avec 31 degrés à Jérusalem et 30 du côté de Tel Aviv cet après-midi. Belle journée à Beersheva où il fera 34 degrés et il fera très chaud à Eilat avec 41 degrés. Merci Alexandra, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se quitter en musique avec le dernier tube de Benzini et d'Amit Kabili, un tube qui s'intitule Mami Bokertov. Mami, bonjour, bon réveil à toi. Tout de suite, Israël Business en compagnie d'Eric Lewin. Bel après-midi à l'écoute de Radio J. Portez-vous bien.